Shalom Aleichem, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Avec vous dans cette vidéo, pasteur Patrick Anani, auteur, éditeur, grammairien et auto-éditeur. Dans ces vidéos que nous allons faire, nous avons un thème important, l'invention du temps, le soleil et la lune, catalyseur du temps, première partie. Alors nous parlons du temps sur plusieurs sens, temps bien long, temps hors d'eux, temps arrêté, temps sidéral, temps calendaire, temps chronologique, temps, le temps passe, le temps s'écoule dans les expressions, le temps fait, le temps s'écoule, le time passes, le temps fait son œuvre, le temps file, le temps s'arrête, il y a tellement des expressions, remonter le temps, trouver le temps, donner du temps, ne pas avoir le temps, défier le temps, traverser le temps, évoluer avec le temps. Mais qui est l'inventeur du temps? Déjà, les Égyptiens mesuraient le temps à partir du mouvement apparent du soleil. Du soleil, vous voyez le sphinx dans le temple d'Amon-Ré à Karnak, orienté dans la direction du soleil levant. Donc c'est comme ça qu'ils observaient le temps. Pour les grandes civilisations, n'est-ce pas, les civilisations antiques, ils décomposaient le temps, ils décomptaient le temps pour mieux encadrer les activités de la société, les caler sur les saisons et fixer les jours des fêtes religieuses. Elles ont à cette fin observé la lune et le soleil et les étoiles et ont établi leur calendrier. Vous savez que par ailleurs, les travaux des ethnologues montrent que c'est chez les chasseurs, des cueilleurs modernes, même de nos jours, l'émergence des pratiques culturelles complexes va de pair avec la surveillance des cycles du soleil et de la lune. Alors, les itinéraires temporels, le jour est associé généralement à la venue du soleil, le mois à la phase de la lune. Cela a été fait depuis des temps immémoriaux. Alors, et une année écoulée lorsque le soleil se lève à nouveau au même point sur l'horizon. Les animaux, par exemple, peints en renvoyant aux périodes précises des prémices de l'accomplissement. Plus rarement, les peintures évoquent le temps qui passe. Par exemple, les 4 chevaux de la grotte Chauvet représentaient un seul et même animal dans différentes attitudes de période de la vie. En revanche, le thème du soleil n'apparaît clairement dans l'art préhistorique qu'au néolithique. L'orientation de grottes et monuments préhistoriques est un autre indice d'intérêt pour les cycles du soleil, d'un intérêt pour le soleil et de la lune. Et là, on peut le voir de manière très claire. Alors, ici, nous voyons dans les os d'Ishango qui portent d'étranges incisions. L'un d'eux a été considéré comme un calendrier lunaire. Cela est très important à savoir. Dans les pierres dressées de Stonehenge, au sud de l'Angleterre, au moment de l'Angleterre, qui témoigne de la connaissance du cycle des saisons, au solstice d'été, le soleil se lève dans l'axe de l'allée centrale derrière la pierre de l'autel. Alors, c'est sans doute le site de Karnak en Bretagne et de Stonehenge en Angleterre qui ont suscité de vives polémiques, parce que s'il ne fait guère le doute que l'axe principal qui traverse le mystérieux cercle de pierre dressée de Stonehenge est aligné selon les solstices, la fonction de calculateur d'éclipses solaires et lunaires qu'on lui attribue parfois est bien plus problématique. Les éleveurs et les agriculteurs du bronze ancien auraient conçu un cadran solaire saisonnier et sur le site de préhistorique du mont Bégo dans la vallée des Merveilles. Alors le temps a toujours été fait de cette façon. Le jour
débute le crépuscule en Mésopotamie. Le mois, le jour, l'année, ces notions apparaissent avec une remarquable constance dans les grandes civilisations de l'Antiquité. Toutes ont une vision du monde et toutes ont exprimé le temps dans un calendrier. Mais si toutes les civilisations antiques connaissent le jour, le mois, l'année, c'est parce que les divisions du temps sont celles que l'on déduit logiquement des deux astres les plus faciles à observer, le soleil et la lune. Le premier donne la notion du jour et celle de l'année. La seconde, par ces cycles environ de 29 jours, la notion du mois. Alors, compter les lunaisons fut sans doute la première manière de se repérer dans le temps. Cette méthode de mesure du temps est encore utilisée dans certaines peuplades insulaires pacifiques pour qui les rythmes des marées déterminent la lune. Par la lune est très important. Elle convient également à des peuples nomades tels que ceux du désert d'Arabie qui en 634 donnèrent au monde le principal calendrier lunaire actuel aujourd'hui utilisé, le calendrier musulman. Mais pour les peuples sédentaires vivant de l'agriculture, comme c'était le cas autour de la Méditerranée, dans l'extrême-orient, antique, le calendrier lunaire ne convient pas car l'année solaire ne contient pas un nombre entier de lunaisons. Lorsque la végétation accomplit un cycle complet, il s'est écoulé 11 lunaisons et un peu plus de 11 jours. Conséquence pratique, il est impossible avec un calendrier lunaire de savoir quand semer. Activité agricole cruciale puisque la date propice se décale chaque année dans le calendrier. À l'exception des Égyptiens qui utilisaient un calendrier uniquement solaire, tous les peuples de l'Antiquité utilisaient le calendrier lunisolaire cherchant à synchroniser les lunaisons et qui définissaient les mois de l'année et comment ils parvenaient-ils. Vous savez, par exemple, le jour commençait à l'aube en Inde, à minuit en Chine, d'abord par l'arbitraire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rajoutaient un mois lorsque le décalage devenait trop important. C'est ce qui se faisait, par exemple, le collège des prêtres hébreux, très attaché à ce que la Pâque juive ait eu lieu au début du printemps. Mais progressivement, les astronomes ont découvert différents moyens de synchroniser calendrier lunaire et calendrier solaire. La mesure du temps est devenue de moins en moins observée, mais plus en plus calculée. Alors, chaque civilisation a conquis sa propre division du temps, définissant selon sa culture le début et la fin des jours et des années. La Babylonie, la Grande Muraille de Chine et en Inde, comme je viens de le dire. La semaine, d'où vient-elle? Dans la Bible, le cycle de 7 années s'inspire évidemment de la semaine de 7 jours qui se terminant par le repos du sabbat, d'où l'emploi du même mot Shabbat désignant cette année de repos en toute période. Lévitique 25, verset 8 et Lévitique 26, verset 34, 35 et 34. Il n'y a aucun parallèle dans la littérature du Proche-Orient ancien dû à la rémission de l'année sabbatique. Alors, dès le 11e siècle avant notre ère, les marchands assyriens faisaient crédit selon une base de temps de 7 jours en Cappadoce, correspondant grosso modo à chacun des 4 quartiers de la Lune. L'astrologie de la Mésopotamie ancienne considérait aussi les jours néfastes 7, 14, 21, 28 du mois comme néfastes plus tard encore en Mésopotamie. La dénomination des jours de la semaine fut faite d'après les noms des 6 planètes alors conçues dans ce sens. Et ces planètes ont été sacrées, consacrées au soleil par exemple, ceux dont seules les langues anglo-saxonnes nous gardent Sunday en anglais, Sonntag en allemand signifiant jour du soleil. On conserve le souvenir. Enfin, les Hébreux qui nous donnent la division des mois se faisaient la seule unité inférieure au mois qui soit bien attestée est la période de 7 jours en hébreu Shabua. La semaine a les origines dans la révélation de la parole de Dieu et non comme plusieurs le pensent, c'était durant la captivité à Babylone qu'ils ont copié la notion de semaine comme rythme le temps vécu avec la prescription religieuse. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, et le 7e jour, Dieu se reposa, verset 3, dit le repos hebdomadaire. En Égypte, la division du temps se faisait en 7, 8 et 7
jours portant les noms lunaires, mais on notera que le nombre des jours n'est pas constant, ce qui est contraire à la notion même de semaine. Restons connectés pour la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.